D'après vous, faut-il avoir vécu pour savoir raconter? Eh bien pas forcément. Savez-vous quelle romancière a passé toute sa vie retirée au milieu des Landes, bien loin des passions du monde, et a pourtant écrit la plus romantique de toutes les histoires d'amour? Émilie Brontë publie son unique roman, Les Hauts de Hurlevent, à 29 ans, et elle meurt un an plus tard. Elle a passé toute sa vie avec ses deux sœurs, elles aussi romancières, Anne et Charlotte, dans un presbytère du Yorkshire avec son père et son frère. On dit qu'Émilie n'a probablement jamais connu de relation amoureuse. Et pourtant, Les Hauts de Hurlevent est l'incarnation de l'amour absolu. Hurlevent, c'est le nom d'une vieille demeure isolée sur la lande, battue par les vents du nord. Le maître des lieux, Earnshaw, y élève ses deux enfants, Hindley, le fils, et Catherine, la fille. Un soir, il ramène chez lui un jeune bohémien qu'il vient de recueillir et décide de l'élever comme son fils. Il le baptise Heathcliff. Hindley le méprise, le jalouse. Mais pour Catherine, il devient vite l'alter ego, l'âme frère. À la mort du patriarche, la fureur du fils légitime se déchaîne contre Heathcliff, réduit à l'état de domestique. Catherine, quant à elle, se résout à épouser un voisin, mais elle n'en reste pas moins liée à son amour d'enfance. Heathcliff disparaît. Et lorsqu'il revient, des années plus tard, eh bien c'est pour devenir le maître de Hurlevent. Quel prix est-il prêt à payer pour y parvenir? Jusqu'au crépuscule de sa vie, Heathcliff sera hanté par le souvenir de son amour perdu dont il guettera chaque nuit l'âme errante sur la lande. Ce qui est sublime et beau dans Les Hauts de Hurlevent, eh bien c'est qu'il s'agit à la fois du récit d'une passion qui ne s'éteint pas avec la mort, d'une vengeance qui s'abat sur les descendants et d'une ode à l'esprit d'enfance que l'on refuse de trahir. Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, c'est à lire au livre de poche. Que feriez-vous si une faute commise dans votre jeunesse vous poursuivait toute votre vie et vous condamnait irrémédiablement au malheur? C'est ce qui arrive à l'une des plus belles héroïnes de la littérature, la malheureuse Tess d'Uberville. Vous la connaissez? Tess, c'est une jeune paysanne très belle qui grandit dans la pauvreté. Lorsque son père, un alcoolique invétéré, apprend qu'il descend en réalité d'une illustre famille du comté, les d'Uberville, il envoie sa fille chez ses lointains cousins afin qu'elle se réclame d'eux et en tire profit. Elle est réticente, notre jeune Tess, et ce n'est que mue par la culpabilité, parce qu'elle a, par mégarde, causé la mort de l'unique cheval de la famille, qu'elle se résout à prendre le chemin du domaine des d'Uberville. Le jeune maître, Alec, tente de la séduire, puis la viole. Honteuse, Tess retourne chez elle et donne naissance à un enfant qui meurt quelques jours plus tard. Alors, elle s'exile, loin des siens. Elle épouse le fils du révérend, mais lors de la nuit de noces, ce dernier lui confie qu'il a eu une aventure sans lendemain à Londres. Tess, hantée par ce qu'elle considère comme sa faute originelle, lui confie en retour la tache sur son passé. Et là, tout dérape. L'aveu de Tess provoque l'horreur et la consternation chez le jeune homme, qui la quitte et s'embarque pour le Brésil. Il reviendra, mais trop tard. Afin de tirer sa famille de la misère, Tess a accepté de devenir la concubine de l'homme qui l'avait violée. Je ne vous dis rien des deux crimes sur lesquels s'achève ce roman, mais je vous pose une question. Qui fera justice à toutes les Tess du monde, victimes des hommes et de la société? Ce roman magnifique mais sombre, signé Thomas Hardy, a été adapté au cinéma par Roman Polanski. Le film a reçu 3 Césars et 3 Oscars. Thomas Hardy a été moins chanceux. Il a été proposé 25 fois au prix Nobel de littérature et 25 fois il a été refusé. Tess d'Uberville de Thomas Hardy, c'est à lire au livre de poche. Vous est-il arrivé de fouiller dans le passé de votre conjoint à la recherche d'une ex? Oh, franchement. Bon, vous êtes tout excusé si vous avez lu le plus terrible des romans consacré au sortilège des ex. Ce roman, c'est Rebecca de Daphné du Maurier. On imagine souvent Daphné du Maurier comme une romancière anglaise un peu surannée. C'est pourtant une personnalité fascinante. Elle a la blondeur diaphane d'une héroïne hitchcockienne. Hitchcock qui portera à l'écran 3 de ses romans, dont Rebecca. Elle fait ses études dans une pension pour jeunes filles où elle s'éprend violemment de sa prof de français, mademoiselle Fernande, et c'est le début de ses amours vénitiennes, un nom de code que Daphné et ses sœurs imaginent pour dissimuler leur vie clandestine. Elle épouse un militaire dont elle tombe follement amoureuse. Mais la grande histoire de sa vie, c'est un manoir qui inspire le manoir de Manderley, rendu célèbre par ce roman, Rebecca. Un jour, en fouillant dans la correspondance de son mari, Daphné du Maurier découvre les lettres de son ancienne conquête. Et c'est cette jalousie rétrospective qui lui inspire ce roman au suspense terrible. C'est l'histoire d'une jeune femme timide qui épouse un châtelain veuf et devient donc Madame de Winter. Quand elle arrive à Manderley, ce domaine magnifique en bord de mer,
Elle est accueillie par une gouvernante austère et elle comprend vite que ce manoir est un mausolée empli du souvenir de la première Madame de Winter, Rebecca, dont le charme noir hante encore le domaine et ses habitants. Même les chiens de la maison semblent attendre le retour de leur maîtresse, morte, naufragée en mer. Peut-il y avoir une seconde Madame de Winter ? Vous le saurez en arpentant à votre tour le domaine de Manderley sur les pas vénéneux de Rebecca. Rebecca de Daphné du Maurier, c'est à lire au livre de poche. Sherlock Holmes est sans doute le plus emblématique de tous les détectives, mais saviez-vous que son aventure la plus célèbre a bien failli ne jamais exister? Sherlock Holmes, flanqué de son assistant, le docteur Watson, et dont vous avez certainement retenu la réplique la plus fameuse, élémentaire, mon cher Watson, Sherlock Holmes donc a bien failli ne jamais mener l'enquête qui lui vaut aujourd'hui sa postérité. Car la plus célèbre des aventures de Sherlock Holmes est Le chien des Baskerville. Et ce petit bijou de roman policier a failli ne jamais être écrit. En effet, son auteur, Arthur Conan Doyle, n'en pouvait plus de son héros. Les aventures de Sherlock Holmes rencontrèrent un tel succès qu'elles firent oublier tout ce qu'il avait pu écrire à côté. Conan Doyle décida donc de tuer Sherlock Holmes, englouti avec le maléfique professeur Moriarty dans les chutes du Reichenbach en Suisse. Ce fut un tollé et un scandale inimaginables. Criblé d'injures, Conan Doyle dut finalement admettre que Sherlock Holmes ne lui appartenait plus. Et 8 ans plus tard, le revoici donc dans ce qui demeure sa meilleure enquête, Le chien des Baskerville. Conan Doyle plante le décor dans une lande sinistre et un manoir tout aussi inquiétant, celui du docteur Mortimer, qui fait appel à Sherlock pour éclaircir les circonstances de la mort de son ami, Sir Baskerville, dont on dit qu'il a péri sous les crocs d'une bête horrible. Sherlock écarte la malédiction et les légendes, et il cherche comme toujours une explication rationnelle à un problème surnaturel. Son système, c'est le trio observation, déduction, inférence, à la fois roman d'atmosphère et roman à énigme, qui pousse le lecteur à prendre de vitesse Sherlock et à découvrir l'identité du coupable avant le détective. Le chien des Baskerville est un tour de force qui, croyez-moi, n'est pas prêt d'être dépassé. Le chien des Baskerville d'Arthur Conan Doyle, c'est à lire en poche chez Pocket. Imaginez que l'on vous donne la possibilité de conserver l'éclat de votre jeunesse jusqu'à votre mort. Seul votre portrait, quelque part dans un grenier, subira les outrages du temps. Vous signez ? Ce pacte faustien, c'est celui que Dorian Gray a passé lorsqu'un peintre a réalisé un grand portrait de lui. Un de ses amis, Lord Wotton, dandy cynique pour qui le beau est infiniment supérieur au bien, flatte le jeune homme, lui dépeint la jeunesse comme ce qu'il y a de plus précieux. Sa devise ? Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. Lorsqu'il contemple son portrait achevé, Dorian est saisi par une puissante mélancolie. Ce portrait va demeurer toujours jeune quand lui va vieillir au fil du temps. « Je donnerai tout », s'exclame-t-il, « pour que ce soit le contraire. Je donnerai mon âme ». Un mois plus tard, Dorian rompt brutalement avec sa maîtresse qui, désespérée, met fin à ses jours. Quand il rentre chez lui, il jette un regard à son portrait et s'aperçoit que son expression a changé. Un pli cruel marque désormais sa bouche. Et voici donc l'énigme de sa vie. Sa jeunesse insolente restera immuable, mais son portrait vieillira et reflètera son âme. Les ignominies, les bassesses, les trahisons modifieront les pigments de la toile. Chaque souillure morale s'inscrira sur ce tableau que Dorian dissimule au regard de tous. Dorian choisit alors de s'affranchir de toute morale, de jouir sans aucune entrave, et il en profite d'autant plus que nul n'imagine un débauché sous les traits si purs de ce jeune homme. Mais le tableau qui vieillit au fond du grenier est-il vraiment inoffensif ? À l'heure des selfies, il faut lire et relire cette fantastique réflexion sur l'amour de soi, signée Oscar Wilde. Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde n'a pas pris une ride, c'est à lire au livre de poche. C'est un livre merveilleux, très étrange par endroits, mais admirablement écrit. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est la reine Victoria. Mais savez-vous pour quel livre la reine Victoria s'est enflammée ainsi ? Jane Eyre paraît en 1847 et connaît immédiatement un succès foudroyant. Son auteur est un certain Currer Bell. Mais très vite, on découvre qu'il s'agit d'un pseudonyme, celui d'une jeune femme de 31 ans, Charlotte Brontë. Curieuse destinée que celle de Charlotte Brontë. Elle est la troisième fille d'une fratrie de 6 enfants, élevés par un père veuf et pasteur. Ils vivent à l'écart de l'agitation du monde, dans un presbytère isolé, battu par les vents des Landes du Yorkshire. Sous les fenêtres de leur chambre, le cimetière où reposent la mère et les 2 sœurs aînées.
Jane Eyre, roman flamboyant d'un bout à l'autre, raconte la vie d'une orpheline recueillie par de lointains cousins qui la maltraitent. Envoyée en pension, elle n'en sort que pour exercer le métier de préceptrice, engagée par l'ombrageux et fascinant Edward Rochester. L'atmosphère dans le manoir de Rochester est étrange. On y croise une servante énigmatique, des rires glaçants déchirent la nuit, et Rochester lui-même semble vouloir fuir son logis. Jane en tombe follement amoureuse, en dépit de leurs différences d'âge et de fortune. Pensez-vous, lui lance-t-elle crânement, que parce que je suis pauvre et obscur, je n'ai ni âme ni cœur? Leur mariage est sur le point d'être célébré quand un inconnu s'avance vers l'autel et annonce qu'il ne peut l'être. Vous découvrirez pourquoi en vous faufilant sur les pas de Jane au 3e étage du manoir de Rochester. Jane Eyre, c'est le feu sous la glace, une femme qui choisit la liberté contre tout, y compris son propre bonheur. Et à travers sa voix, eh bien c'est aussi Charlotte Brontë qu'on entend. Charlotte, morte à 38 ans et pour qui la littérature aura été le moyen de brûler plutôt que de se consumer. Jane Eyre de Charlotte Brontë, c'est à lire en poche chez 10-18. En amour, faut-il vraiment opposer la raison au sentiment? Grande question que vous vous êtes tous un jour posée, mais savez-vous quel roman, devenu un classique, illustre le mieux cette opposition? Raison et sentiment, le premier roman de Jane Austen, la reine de la littérature anglaise, a été publié en 1811, sans le nom de son auteur, mais avec la mention « by a lady », par une dame. Jane Austen raconte l'histoire de deux sœurs et dresse face à face deux façons d'aimer. La sœur aînée, c'est Elinor, et le principal trait de son caractère est la raison. Elle ne croit qu'à cela, la raison, et elle tient les sentiments pour de la sensiblerie un peu niaise. La sœur cadette, Marianne, se distingue, elle, par son immense sensibilité, qui la déborde et la tient très éloignée des rivages de la sagesse. Voici donc notre opposition, raison et sentiment. Sur le papier, tout est clair, mais à mesure que l'on est confronté aux événements qui ponctuent l'existence, les cartes se redistribuent et les choses ne sont plus aussi simples. Quand le père des deux sœurs meurt, elles doivent quitter le lieu de leur enfance pour un modeste cottage à l'autre bout de l'Angleterre. En ce temps-là, les jeunes filles n'étaient tenues pour respectables qu'en se faisant épouser. Marianne, la sensible, expansive et spontanée, se pâme devant l'homme qu'elle convoite. Elinor, la prudente, secrète et maîtresse d'elle-même, ne dit rien du frisson qu'elle ressent en présence de celui qu'elle aime. Sauf qu'à l'épreuve de la vie, on se découvre des dispositions inattendues. Ainsi, Marianne devra surmonter avec sang-froid sa déception, tandis qu'Elinor éprouvera de l'indulgence. Et nous, lecteurs, qui les voyons passer de la raison au sentiment, eh bien nous leur faisons des grands gestes pour les prévenir. Attention à ce que cache celui-ci, méfie-toi de celui-là. Les oppositions théoriques ne résistent pas à l'amour. Voilà ce que montre Jane Austen dans ce roman d'éducation sentimentale dont la leçon reste intemporelle. Raison et sentiment de Jane Austen, c'est à lire en poche chez 10-18.